Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Entre Génies. Cette semaine, on a la grande chance de recevoir André Rochette, fondateur d'Écosystème. André va nous parler de son parcours en tant qu'ancien étudiant à l'Université Laval, puis comment il a démarré son entreprise. On est super content de t'avoir, André. Comment ça va? Ça va bien. Merci pour l'invitation. C'est le fun d'être ici aujourd'hui. On est content que vous ayez accepté. Vraiment, là, on est très charmés. André, on va commencer tout de suite. On va te laisser te présenter, où t'es né, ton parcours en tant qu'étudiant, puis jusqu'à comment ça t'a mené à fonder Écosystème. Puis on va peut-être te poser des questions entre-temps. Avec plaisir. C'est vraiment linéaire. Je m'appelle André Rochette. Je suis né à Québec en 1969, donc ça fait un petit bout de temps. J'ai étudié à Québec toute ma vie, au Cégep Sainte-Foy, séminaire des Pères Maristes au secondaire, Cégep Sainte-Foy par la suite, puis Université Laval. Donc j'ai fait ça, parcours normal, là, 5 ans, 2 ans, puis 4 ans à l'université. Je suis un modèle septembre, donc quand j'ai fini l'université, j'étais quand même assez jeune. Et j'ai jamais été un étudiant nécessairement modèle. J'ai jamais pensé non plus qu'un jour je me partirais en affaires. Alors, c'est ce qui m'a amené à me partir en affaires, c'est que quand j'ai fini en 92, le marché n'était pas très bon. Et moi, j'avais étudié en génie chimique avec l'objectif de régler le problème des plus acides, ou à tout le moins contribuer à éliminer les plus acides. Et quand j'étais au cégep, j'étais allé me renseigner un petit peu, si je vais en génie, quel génie je devrais faire si je veux travailler en environnement. Et c'était génie civil ou génie chimique. Alors, ce qui semblait le plus propice à travailler dans le secteur des plus acides, c'était le génie chimique. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont toujours dit, ils m'ont pas donné beaucoup de contraintes, mais ils m'ont toujours dit, il faut que tu sois un professionnel. Et quand j'ai fini le cégep, je n'avais pas les notes pour faire d'autres choses que le génie. Alors, je suis allé en génie. La première année, j'ai dû survivre, comme vous savez. Mathématiques de l'ingénieur 1 et 2. Exactement. J'ai réussi à avoir les notes minimales pour passer. Puis, je sais que vous connaissez Antoine, fait que vous allez dire, coudonc, ça ne doit pas être son père. Mais, et donc, finir en génie. Puis quand j'ai fini en 92, tout le secteur des plus acides, la réglementation sur les plus acides, puis il y avait des compagnies qui avaient dépensé de l'argent là-dedans parce que le gouvernement avait non seulement de la réglementation, mais il avait aussi mis une espèce de bourse d'échange d'émissions de soufre. Et là, les compagnies n'avaient plus d'argent. Il y avait une récession en 92, puis il n'y avait plus beaucoup d'argent qui se dépensait dans ça. Puis le problème avait déjà commencé à être réglé. Et moi, j'ai essayé de me trouver un emploi, puis je n'ai pas réussi. Donc, finalement, au mois de juin, fin mai, j'ai décidé de partir en voyage puis d'aller faire de la planche à voile en Oregon pour l'été. Je me suis dit que je remettrais plus tard le problème de me trouver une job. Puis moi, là-dessus, j'ai fait mes recherches, puis j'ai entendu parler que ton voyage en Oregon, tu avais financé ça toi-même avec la bourse. Peux-tu nous en parler un peu? C'est dans quoi, dans ces années-là, que tu avais investi? Oui, mais je m'en souviens très bien. À l'époque, la bourse qu'on pouvait avoir après 90 crédits, je pense que c'était 0, mais il y avait un prêt. On pouvait avoir un prêt de 600 $ après 90 crédits. Et j'avais acheté pour 600 $ d'actions d'une compagnie qui s'appelait IVI, c'est International Verifact. Et ils faisaient des POS, là, Point of Sale, des terminaux de vente. Puis ça commençait à l'époque. Là, c'était comme une nouveauté de pouvoir payer là-dessus avec une carte de crédit ou une carte de débit. Et la compagnie, j'avais payé ça 38 cents, ça a monté à 3,80. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait de l'argent à bord. Festival, fait que ça facteur 10. Ça a payé le voyage. Ouais, ça a payé le voyage. Puis là, t'es revenu de voyage. Puis est-ce que t'as Oups. un petit dégât. On va mettre ça dans les bloopers. Pause technique. On va couper ça. Bon. De retour de la pause technique engendrée par Phil. Nous étions sur le stock market. Vous parliez des paiements. La première génération, c'était IVI? IVI qui était le... C'était quoi exactement cette entreprise-là? J'ai aucune idée. Aucune idée. OK, c'était vraiment comme... carrément, c'est la roulette. Quelqu'un m'avait dit, mettre de l'argent là-dedans, ça va être bon. Puis je l'avais écouté. Ça a marché. Ouais. Puis là, on est rendu au voyage. Le voyage est payé. Vous êtes allé en Oregon, vous avez dit? Je suis allé en Oregon pour l'été, dans le fond, juin, juillet, août. À la fin du mois d'août, j'ai décidé finalement J'avais un vieux Chevy Van à l'époque avec lequel j'étais allé. J'ai décidé de l'entreposer chez un ami, un nouvel ami, quelqu'un de l'Oregon. Okay. Et je suis allé passer 2 mois à Hawaï. Oh, nice. Ouais. Mais tu avais fait le road trip jusqu'en Oregon. Exactement, là. Okay. ouais.
Tout seul? Tout seul, oui. Ouais. Puis là, j'avais pris le minimum de ce que j'avais besoin, là, équipement et linge, puis j'étais allé passer... je partais en fait pour une période indéterminée. Mais je suis revenu après 2 mois parce que ma mère plaidait un peu pour que je revienne. Puis là, mettons, quand vous étiez là-bas, aviez-vous des idées de crime joueur? Parce que là, vous étiez ingénieur, vous étiez diplômé, fait que vous aviez les outils quand même pour voir des problématiques. Est-ce que vous n'avez ciblé là-bas ou ça, c'est venu plus tard dans votre parcours? Non, c'est vraiment venu plus tard. Dans mon Chevy Van, j'avais amené un suit, j'avais amené un veston cravate complet. Ouais. Je m'étais dit peut-être que j'irais faire des entrevues à Vancouver ou c'est cool. Les États-Unis, c'était un peu hors limite là, à cause des permis de travail. Mais finalement, c'est jamais venu. Puis ma mère m'a trouvé, au mois de novembre, avait réussi à me trouver une entrevue pour une entreprise de Montréal qui cherchait un ingénieur, un finissant en génie chimique. Alors, je suis parti d'Hawaï et je suis revenu directement à Montréal pour faire cette entrevue-là. Et j'ai eu la chance de ne pas être pris. Ah ouais? Oui, effectivement, parce que ça vous mène dans le fond de ce qu'on a, de nos recherches à, je ne veux pas dire directement créer écosystème, mais initialement vendre des thermostats. Là, puis, justement, pouvez-vous nous en parler plus de ça? Oui, en fait, donc je suis revenu fin novembre. C'est plus la période pour se trouver un emploi, novembre, décembre, les fêtes arrivent. Alors, je me suis dit, je vais me partir une entreprise au mois de janvier. Et comme à l'université, on commençait plus ou moins vers le 15 janvier, j'avais dit à mon père, si le 15 janvier, j'ai pas de nouvelles d'aucune entreprise à qui j'ai envoyé mon CV, je démarre mon entreprise. Et avant de vendre des thermostats, j'avais décidé de faire une poubelle écologique à l'époque. Ça a été mon premier projet d'entreprise, une poubelle dans laquelle, pour le résidentiel, là, dans laquelle il y allait avoir recyclage de verre, carton, métal, déchets réguliers. Mais ce qui était étonnant là-dedans, c'est qu'il allait avoir un contenant pour le compost qui, lui, allait être habité par des vers de terre spéciaux qui sont capables de digérer l'équivalent de leur poids chaque jour. Ah, ouais. Alors moi, je m'étais dit, une famille qui génère 1 livre de déchets organiques par jour, ça prend 1 livre de vers de terre, puis ils vont transformer ça en temps réel, puis tu vas avoir ton compost sur une base régulière. Alors, je suis allé à Montréal acheter des vers de terre. J'ai testé ça dans le sous-sol chez mes parents. Ah, ouais. Et le nom écosystème vient d'une poubelle écologique dans laquelle vivent des vers de terre. C'était pas éco-vers de terre. C'était un écosystème. Mais malheureusement, mes parents mangeaient beaucoup de pamplemousse. Et après 2 semaines, le taux d'acidité dans le contenant a monté. Puis moi, je ne savais pas qu'il fallait gérer l'acidité. Mais les vers de terre se sont sauvés. Puis ça a été la fin du projet. Ils se sont sauvés, j'espère qu'ils sont juste morts dans le bac puis ils n'ont pas réussi à se propager dans la maison. En fait, c'est dans le sous-sol. Fait qu'ils sont juste sortis du bac, ils ont commencé à marcher sur le plancher de béton, puis à peu près à 60 cm, ils se sont déshydratés et ils sont morts. C'est là que l'expérience s'est terminée. Ça s'est terminé la théorie en génie chimique, elle apprend pas de... Oui, exact. Mais moi, génie chimique, je suis curieux. Après le cégep, tu as sûrement fait sciences nature. Ouais. Au cégep Sainte-Foy. Génie chimique, est-ce que tu avais eu une visite? Pourquoi tu avais choisi génie chimique? C'était vraiment l'histoire des plus acides. Là, okay, puis, on disait que pour travailler en dépollution puis en traitement de l'air, puis tout ça, c'était le génie qui semblait le plus approprié. OK. Puis là, ça nous mène à l'expérimentation, on va dire, infructueuse du bac à vers de terre. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Et là, un de mes amis me dit, mon père a une usine à Saint-Nicolas, puis j'ai décidé d'installer un thermostat pour réduire le chauffage la nuit puis les fins de semaine. Jamais je croirais qu'on ne va pas rentabiliser ça en 1 an. Alors moi, j'ai commencé à faire le tour des parcs industriels et aller voir ces gens-là pour leur vendre le même concept, puis installer un thermostat qui allait leur permettre de réduire le chauffage. J'ai fait ça à peut-être 1 ou 2 places, puis assez rapidement, de fil en aiguille, tu te rends compte que il y a d'autres opportunités, il y a d'autres choses. Puis un des clients m'a demandé de faire les plans et devis pour la construction d'un agrandissement à son immeuble qui était dans le parc Colbert à Sainte-Foy. Et j'ai accepté le mandat avec joie, mais j'avais aucune idée c'était quoi des plans et devis. Alors, je suis allé dans les pages jaunes, puis j'ai trouvé une firme de génie conseil pour m'aider. Ouais. Puis et là, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire. Juste par curiosité, vous étiez sous quelle bannière? Dans le sens, étiez-vous engagé? Étiez-vous un vendeur? Étiez-vous indépendant? J'étais à mon compte d'une entreprise qui s'appelait Services et produits environnementaux écosystèmes enregistrés. OK. Ça a été la première raison sociale. OK. Et c'est ça, j'étais complètement tout seul. OK. Puis là, après ça, il vous a donné les plans et devis.
Vous avez, pas les donner plein de vie, c'est donner le mandat de les faire, bien sûr. Ouais. Vous êtes allé consulter une firme de génie conseil, puis c'est quoi qui en a écoulé de ça? Ben, en fait, c'était Baudouin, Tremblay et Associés, et c'est là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé par la suite, Richard Tremblay. Donc, lui, il a accepté de faire les plans, et moi, je les ai revendus, dans le fond, aux clients. Mais Richard était quelqu'un qui a... il était quelqu'un avec beaucoup de curiosité. Puis ça, je pense que ça... Bien, évidemment, Richard a eu un très, très grand impact sur la compagnie. Moi, je suis quelqu'un, à la base, qui est ouvert. Et Richard était très atypique à plusieurs niveaux, mais très curieux. Alors, lui, il était étonné qu'un jeune de 23 ans puisse vendre des plans et devis, parce que pour une firme de génie conseil, trouver quelqu'un comme ça, sans expérience, qui vend des plans et devis, il était étonné de ça. Puis il s'est mis à s'intéresser à ce que je faisais. Et là, je parlais de toutes les places où j'essayais de vendre des thermostats, mais il me dit, tu perds un peu ton temps. Et c'est vraiment lui qui est arrivé avec les solutions techniques appropriées pour qu'on puisse bâtir une entreprise. Alors, à partir de là, moi, j'ai un peu lâché le côté technique, puis j'ai fait confiance à Richard. J'ai focusé vraiment sur l'aspect gestion de l'entreprise et vente, surtout. Puis aviez-vous de l'expérience à ce niveau-là? Non, mais je disais ça justement dans un discours aux employés récemment. Tu sais, je pense qu'il est important dans la vie, c'est de faire un travail que de façon intuitive, on possède. On n'a pas nécessairement toutes les capacités pour le faire, mais on va avoir les capacités pour le faire à petite échelle. On n'aura pas les capacités pour le faire à grande échelle. Fait que moi, à l'époque, la vente, pour moi, c'était intuitif. Je comprenais comment ça marchait. J'avais la volonté de réussir, puis j'avais la capacité de vendre des petits projets. J'aurais pas pu vendre des projets de 30 millions, mais la capacité, ça s'apprend avec le temps. Alors, et ça, pour moi, ça a été tout de suite évident. Quand j'ai rencontré Richard, je me suis dit, OK, moi, la vente, c'est facile pour moi, je comprends ça, puis j'aime ça. Quand tu aimes ça, puis c'est facile, ben c'est plus le fun. Fait que tu as plus de succès quand c'est plus le fun parce que tu as le goût d'en faire plus. Alors, j'ai décidé d'arrêter de me battre contre la technique. Je voyais que j'avais pas vraiment d'avenir dans ça, puis j'y ai laissé. OK. Puis comment tu as fait pour, on va dire, sous-traiter le groupe Baudouin Tremblay? T'avais-tu de l'argent pour ça ou que tu as cherché? Tu disais les pages jaunes, mais pourquoi eux en particulier? Ben, c'est pas une réponse très scientifique. C'était le premier nom dans les pages jaunes. Fait que moi, dans les pages jaunes, je voulais pas les grosses annonces parce que ça, c'était des grosses fermes comme SNC-Lavalin, puis ça allait me coûter trop cher. Alors, je cherchais juste ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir une annonce. Puis le premier en haut, c'était Baudouin. Ah ouais? Fait que ça, c'est l'importance de se faire une compagnie qui commence par A, B ou C, là, mais à E. Là. Mais les pages jaunes n'existent plus. Les pages jaunes n'existent plus. L'importance, je pense, c'est comme disait Tiger Woods, plus je frappe des balles, plus je suis chanceux. Fait que l'importance, c'est de frapper des balles, tu sais. Puis plus tu lances des lignes à l'eau, plus tu fais des choses, plus t'arrives des belles choses dans la vie. Là. Ça me fait penser au fameux... pour ceux qui écoutent The Office aussi, il y avait une référence à Wayne Gretzky qui dit « You miss 100% of the shots you don't make ». Effectivement. Qui est un peu dans la même lignée. Là, ouais. Je trouve que c'est assez intéressant de, tu sais... On en parlera plus tard justement du risque en tant qu'entrepreneur, là, mais des fois, je pense que c'est des choses que les gens ont tendance à négliger. Ils ne veulent pas le prendre, mais je pense qu'au long terme, on se rend compte que le risque, un, est nécessaire et deux, il s'apprivoise le risque. J'imagine, comme je disais, on aura l'opportunité d'en parler plus tard, là, mais ça... Bon, on peut se lancer là-dessus. Moi, je suis curieux de savoir ton côté fonceur, d'aller vers le monde, de ne pas être gêné. Ça vient de où? Est-ce que avant tu as tout le temps été comme ça jeune ou tu as développé ça au fur et à mesure? Bien, de façon générale, je suis plus quelqu'un d'introverti, quelqu'un de gêné, mais pour la vente, j'ai pas nécessairement... Bon, on est toujours un peu gêné, évidemment, là, mais tu sais, pour la vente, je sais pas, on dirait que j'ai une deuxième personnalité, puis ça ressort pas autant, puis j'ai pas de misère à faire ça. Fait que, tu sais, faire un discours devant, exemple, les employés ou d'aller voir des clients, j'ai aucune gêne à faire ça. Dans un party, c'est pas moi qui va être en train de cheerer up. Puis danser sa table. Est-ce que ça vient un peu, dans mes recherches, j'ai vu que tu as travaillé pour un magasin de ski. Tu es un grand skieur. Est-ce que ça avait aidé un peu à développer, quand tu es jeune, la relation client-vendeur, puis aller vers le monde, puis parler un peu? Je sais pas si c'est ça qui a... Je pense pas que c'est ça nécessairement qui m'a dégêné. Je me suis beaucoup dégêné à l'adolescence. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu de surpoids, puis ça m'a affecté beaucoup. Puis à l'adolescence, je m'en suis débarrassé, puis j'ai eu plus de facilité à m'affirmer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand j'ai travaillé dans une boutique de ski, on avait toujours les représentants qui venaient nous donner des formations.
Et il y en a un qui était particulièrement bon puis qui nous avait donné une excellente formation sur la vente puis comment tu ne vendais pas, c'est le client qui achète. Puis il faut que tu mettes, il faut que tu phrases tout autour de ça. Là. Puis il nous disait, ben si tu prends chaque paire de skis sur le plancher puis tu lui expliques chaque paire de skis comment elle marche, ben il va sortir du magasin puis il va être tout mêlé. Fait qu'il faut que tu le fasses parler, il faut que tu comprennes c'est qui cette personne-là, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec ses skis. Puis quand tu auras compris ça, donne-y 2 choix, puis il va en prendre un. Mais puis on avait eu quelques cliniques comme ça, fait que ça a été des très bons cours de vente. Puis tu sais, j'aurais pas pensé à l'époque que ça allait me servir un jour. Aujourd'hui. Effectivement. Puis c'est quel magasin pour le fun? À l'époque, ça s'appelait André Lalonde Sport. André Lalonde? Ouais. C'était dans le coin de Sillery, justement? C'était à Place Sainte-Foy, oui, je pense le Clément aujourd'hui, sur 2 étages. Oui. OK. Moi, il y a un autre segment qu'on voulait se lancer. Là. Il y a le risque, je pense qu'on n'a pas encore effleuré, mais en premier, vous avez mentionné beaucoup curiosité. Puis là, vous mentionnez que c'était Richard qui était un peu l'incarnation de ça dans votre parcours. Là. J'aimerais ça que vous m'en parliez plus. Puis faire peut-être un petit parallèle avec, vous mentionnez beaucoup le mot innovation. Ouais. Puis en quoi, je pense que les deux, il y a un lien quand même assez, pas facile à faire, mais il y a un lien net entre les deux. Là. Puis l'innovation, c'est une des grandes valeurs d'écosystème, je pense. Ouais. D'où ça vient, ouais. tu peux en parler. Bien, je pense que ça vient beaucoup de Richard, évidemment, sur l'aspect technique. Moi, je suis... Tu sais, il y a des traits qu'on a comme personne qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Puis je suis toujours ouvert aux nouvelles idées, je suis toujours ouvert à essayer des choses nouvelles. À venir à un podcast. Par exemple, même quand c'est la première fois. Donc, Richard avait cette curiosité-là, puis il était toujours en train d'explorer plein de choses, puis de pas penser comme les autres, de pas toujours être dans le mainstream, mais d'essayer de penser autrement. Et moi, j'adorais ça. Et comme c'est Richard qui a développé l'aspect technique dans la compagnie, bien, toute cette curiosité-là a suivi. Puis on a cherché dès les premiers, dès qu'on a pu raffiner un peu notre méthode d'acquérir du talent, on a cherché à engager des gens qui étaient curieux. Puis je sais que vous m'avez parlé avant l'entrevue de nos fameuses questions d'entrevue chez Écosystème. Là. Ça a été développé. On veut les réponses. Ça a été développé par Thierry Desjardins chez nous. Puis même moi, je ne comprends pas comment il a fait. Il a fait un travail exceptionnel. Mais ce qu'on veut chercher à travers nos questions, c'est des choses comme ça. Est-ce que les gens vont avoir cette curiosité-là quand ils vont arriver? Et je pense aussi il y a 2 autres morceaux qui sont essentiels, au-delà de la curiosité, qui sont essentiels pour l'innovation. Un, c'est de permettre aux gens d'échouer. Il y a des compagnies qui ne veulent pas, sous aucun prétexte, que l'échec soit possible. Alors, quand on ne se permet pas l'échec, bien, on ne se permet pas d'essayer non plus. Et notamment, l'industrie de la construction, c'est une industrie en design où il y a très peu d'innovation parce que un client ne tolère pas qu'un ingénieur conseil fasse un échec. Et vous allez probablement me dire, bien, juste titre, on ne veut pas voir un pont tomber. Alors, mais, bon, ça c'est l'exemple ultime, mais de permettre l'échec et d'apprendre de l'échec, bien, ça va permettre aussi d'avoir de l'innovation. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et le dernier point qu'on met beaucoup d'emphase chez Écosystème, c'est d'avoir une culture qu'on dit bottom-up, là. Donc, il faut que nos gens qui sont sur le terrain, nos gens qui sont en contact avec les organismes subventionnaires, avec les clients, avec les fournisseurs d'appareils, il faut que ces gens-là aient une immense influence sur les choix qu'on va faire, sur quel marché on va aller, par exemple. Et ça, chez nous, bien, ça a toujours existé. Et c'est super important qu'on ait ça. Là. Quand on permet aux gens sur le terrain de driver la stratégie d'entreprise, bien, ça va avoir un immense effet sur l'innovation. Et puis comme là, moi, ça m'a fait brainstormer à toutes sortes de places. Là. Mon petit cerveau TDA, il est très excité en ce moment. Mais vous avez parlé d'innovation-risque. Encore une fois, c'est une dualité qui est assez complémentaire. Là. Je veux dire, si tu veux avancer, il faut que tu prennes un risque. Il y a du risque. C'est quoi votre perception par rapport, initialement, clairement, vous avez pris un risque. Est-ce que votre perception a changé? Puis, c'est drôle parce que je fais une petite parenthèse à part. On avait rencontré Louis Tremblay à une conférence sur l'entrepreneuriat qui est le PDG de la compagnie de bornes et charges électriques Flow, pour ceux qui nous écoutent et puis qui ne connaîtraient pas.
Puis j'avais demandé justement, c'est quoi votre perception par rapport au risque? Parce que moi, c'est toujours ce qui m'a rendu réticent à l'entrepreneuriat. Puis il a dit, écoute, moi, à chaque année, je suis prêt à être all-in. Puis ça m'a comme vraiment allumé les yeux que les entrepreneurs, c'est dans leur fibre de faire ça. Puis j'aimerais ça savoir si vous partagez cette opinion-là. Je pense que oui, mais peut-être de façon différente. D'abord, la tolérance au risque, ça veut dire différentes choses à différentes personnes. Et on n'a pas tous la même tolérance au risque. Je pense que pour être en affaires, il faut être capable effectivement de vivre avec le risque. Puis si on ne l'est pas, puis qu'on n'est pas en affaires, on n'est pas une mauvaise personne. Et pour moi, ce qui a toujours été important, moi je me trouve un peu... je ne sais pas c'est quoi le vrai mot, là, je dirais le premier qui me vient en tête, c'est imbécile, mais je suis un peu désensibilisé à plusieurs sortes de risques. C'est comme négligent quasiment. Ouais. Pas négligent, mais je veux dire... Des fois, je m'embarque dans des choses, téméraire. puis je m'en rends pas compte. Je comprends. Puis ça a été important pour moi de bâtir une équipe autour de moi qui était différente, puis d'avoir des gens qui allaient être conscients du risque puis qui allaient pouvoir le gérer. Parce que oui, il y a des risques partout, mais le risque que tu ne veux pas prendre, c'est le risque que tu ne connais pas. Fait que moi, comme entrepreneur, je vis assez bien avec le risque, mais souvent, je le vois même pas. Alors, c'est pour ça que je vis bien C'est avec. ça que ça l'aide un petit peu. Ouais. Ça. Si on met un exemple sur les types de risques, ce serait comme un gros projet qui demande plus de ressources matérielles, financières ou... Ben, tu sais, je dirais, le premier risque, là, c'est que moi, quand j'ai décidé d'être en affaires, j'avais été élevé par mes parents qu'il faut que tu sois responsable dans la vie. Puis si tu dis quelque chose, tu le fais. Et donc, Écosystème, dès qu'on a commencé, on garantissait tout ce qu'on faisait. Tu sais, puis moi, j'étais comme on est l'ingénieur, c'est nous qui fait le design, puis si on dit au client que ça va coûter tant, ou qu'il va sauver tant d'argent, ou qu'il va avoir tant de subventions, ou qu'on va corriger un problème de confort, ben faut le faire. Puis si ça ne marche pas, ben on va prendre l'argent dans nos poches puis on va le corriger. Ah ouais, OK. Mais tout le monde me dit, écoute, André, c'est pas de même que l'industrie marche, puis tu peux pas prendre ce risque-là, c'est bien trop gros comme risque. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire si les coûts de ton projet défoncent, puis il faut que, je vais m'arranger. Alors, ça, pour beaucoup de monde, c'est un risque qui est inacceptable. Pour moi, c'est un risque. Je ne voyais même pas de risque là-dedans. Moi, je me suis dit, on est spécialisé là-dedans. Tu sais, on connaît la mécanique du bâtiment, on connaît le bâtiment, on sait comment ça marche, on a tout le temps du monde pour étudier le projet. Puis quand on va être prêt, on va le faire, puis on va... Mais moi, je ne voyais pas de risque là-dedans. Mais évidemment, il y a beaucoup de monde qui verrait un risque immense dans ça. Tu sais, je regarde l'entreprise d'Elon Musk d'envoyer des fusées dans l'espace, tu sais, d'aller ravitailler puis qu'ils reviennent. La Station spatiale internationale à prix fixe. Tu sais, il y en a qui voient un risque immense à ça. Mais lui, il ne voit pas le risque, je suis certain. Et deuxièmement, il bâtit une équipe autour de lui qui est capable de gérer ce risque-là. Est-ce que c'est un de vos grands idoles, Elon Musk? Ça, j'avais demandé, est-ce que vous avez des idoles d'entrepreneuriat ou des livres que vous... Non. En fait, je le cite souvent parce que je trouve que l'exemple de SpaceX est vraiment intéressant parce qu'ils ont complètement changé la méthode de livrer des services à la NASA. Celui qui serait mon idole serait celui à la NASA qui a décidé de changer le modèle d'acquisition parce qu'avant, la NASA, ils faisaient tout en cost-plus et ils arrivaient avec des programmes qui défonçaient les budgets à chaque fois. Et il y a quelqu'un à NASA qui a changé ça et qui a dit on va demander au marché de trouver une solution puis de le faire à prix fixe. Et là, Musk a répondu à l'appel puis il a développé des programmes à prix fixe pour eux. Puis là, maintenant, il y a tout un écosystème de compagnies aussi qui travaillent pour la NASA à prix fixe. Là. J'ai aimé le jeu de mots. Hein. Mais moi et Joe, on n'est pas super connaissants en entrepreneuriat, mais niveau modèle d'affaires, comment on bâtit, comment on choisit premièrement un modèle d'affaires, puis comment on le bâtit après. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer comment ton écosystème fonctionne? Ça, moi, je peux vous dire ce que j'ai fait. Ah ouais, mais je ne peux pas répondre à cette question-là comme elle est posée parce que je ne suis pas professeur dans une école de business. Il va être engagé à la faculté. Oui, exact. Moi, je ne veux pas vous interrompre avant, mais c'est sur une petite parenthèse à part parce qu'on en parlait avant. Puis dans le fond, la première question souvent qui est posée entre entrepreneurs, c'est quoi ton modèle d'affaires? C'est comme, on dirait, ton profil Facebook, ton identité, c'est ce qui te définit. Fait que je suis curieux vraiment d'en savoir plus. Moi, comme j'ai dit, j'ai jamais pensé un jour que je serais en affaires. C'est arrivé un peu par défaut.
Puis quand j'ai commencé en affaires, j'ai pas fait un plan d'affaires, j'ai pas fait voici mes valeurs, j'ai fait comme je pensais qu'il fallait faire selon ce que moi je pensais. Donc, par exemple, de garantir tout ce qu'on faisait, c'était une valeur fondamentale que j'avais, c'était pas nécessairement prévu comme ça. Alors, pour moi, l'entreprise que j'ai bâtie, la culture qu'on a, c'est juste une extension de ma personnalité puis de mes valeurs. J'aurais tendance à penser que c'est vrai pour plusieurs business, mais il y a aussi des business qui vont articuler ça de façon prioritaire avant de se lancer en affaires. Mais notre modèle d'affaires, tu sais, je dis tout le temps, il est basé sur le fun puis il est basé sur l'efficacité. Puis le fun vient d'abord et avant tout de la liberté qu'on donne à nos gens chez nous. Puis ça fait partie de moi. Mes parents m'ont élevé en me donnant beaucoup de liberté pour atteindre les objectifs qu'ils m'avaient fixés. Fait que pour moi, c'était facile de redonner cette liberté-là aux gens qui travaillaient avec moi, puis leur donner les objectifs à atteindre, mais de les laisser aller selon ce qu'ils pensaient qui était la meilleure méthode. Je l'ai dit tantôt aussi, il faut que tu sois assis sur le bon siège dans l'autobus, là. Il faut que tu fasses un job que tu aimes, qui te passionne, dans laquelle tu es naturellement bon, puis dans laquelle tu peux apprendre. Ça aussi, je pense, ça aide beaucoup le plaisir. Et la question de l'efficacité, bien, ça vient de mes parents. Mes parents ont toujours été frugaux dans leur approche. Ils n'ont jamais dépensé beaucoup. Mon père m'a enseigné à toujours vivre sans dette et de réduire l'utilisation des ressources, quelles qu'elles soient. Donc, tout ça, ça fait partie de qui on est aujourd'hui et aussi de livrer des résultats. Je l'ai dit tantôt, ça fait partie de l'enseignement de mon père, tu sais, qui disait « il faut que tu sois responsable, il faut que tu fasses ce que tu as dit que tu allais faire dans la vie ». Fait que quand tu regardes le modèle d'affaires aujourd'hui, là, tu sais, le fun, efficient, ça vient tout de qui je suis comme personne, puis quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, puis pourquoi je fais ça. Là. C'est drôle parce que je trouve que vous avez vraiment un discours qui est très cohérent. C'est beau à voir. On voit que vraiment, mettons, vous priorisez l'innovation. Puis c'est en même temps que vous voulez, tu sais, il y a l'esprit de curiosité, l'esprit de faire des choses qui viennent naturellement. Puis tout ça, on voit que ça se complète vraiment bien. Là. Fait que, la curiosité mène à l'innovation, que, la tolérance au risque. Je trouve que c'est vraiment... c'est intéressant de voir ça parce que quand des fois on est au bac, on a de la misère des fois de voir ça commence où. Justement, si on s'assoit sur une table et on écrit « Bon, je veux faire une compagnie A, bonne pour l'environnement, B, nanana », puis C, puis des fois, c'est juste de suivre peut-être plus son premier instinct, puis de, comme vous dites, la station de Tiger Woods, quitte, frappe des balles, puis au pire, à un moment donné, il y en a une qui va rentrer, là, mais si tu n'en frappes pas, c'est sûr qu'il n'y en a pas une qui va rentrer. Fait que je trouve... c'est vraiment tout en votre honneur, honnêtement. Tu as mentionné la curiosité. Justement, la première année dans tous les bacs en génie est pas facile. Puis c'est vraiment dans le deuxième, troisième, même plus quatrième qu'on voit vraiment le côté pratique, les projets techniques. Mais ça, il faut avoir cette fibre-là, on dirait, de curiosité pour dire, tu apprends les cours de base, mais ça s'en vient après. Jay et moi, on est quand même deux gars super curieux. Lui, il est plus dans la mécatronique, la robotique. Fait, il me parle de ces trucs. Moi, je parle plus de trucs d'aéronautique, là, mais se complète bien. On regarde des articles. Exact. Ouais. Puis moi, ma question, c'était plus par rapport à l'innovation. Comment vous faites à chaque année pour rester comme on top du marché, puis vraiment... puis vous êtes des leaders mondiaux, là, je pense, maintenant, dans l'efficacité énergétique, puis changer le modèle énergétique de certaines entreprises. Nord-américain, tout le moins. Nord-américain, oui. Vous avez des bureaux aux États-Unis aussi? Oui, Canada, États-Unis. On n'est pas encore en Europe ou dans d'autres parties du monde. Mais comment vous faites pour justement maintenir cette innovation-là, comme améliorer de chaque année, apporter des nouveaux services, des nouveaux produits? Bien, ça revient beaucoup à ce que je disais tout à l'heure. C'est de donner beaucoup de place à nos gens sur le terrain, de tolérer l'erreur. Mais tu sais, il faut nécessairement, exemple, tolérer l'erreur, bien, on va dire, OK, on essaye un nouveau marché. Ça se pourrait que ça ne marche pas. Si tu essayes un nouveau marché, puis la personne qui a dit, OK, on s'en va, exemple... des patinoires, quelque chose. Faire des hôpitaux ou des patinoires, puis qu'après 6 mois, ben, tu n'as aucune vente, puis tu congédies la personne, bien, ça envoie un signal dans toute l'entreprise. Fait que les prochains, ils vont faire quoi? Quand tu vas parler d'innovation, ben, ils vont dire « Ouais, non, je pense que c'est pas bon, les autres marchands, on devrait rester dans les écoles, par exemple. »
Alors, que ce soit des technologies, des marchés verticaux, des marchés géographiques, il faut donner aux gens le droit à l'erreur. Puis il faut aussi encourager, quand les gens essaient des nouvelles choses, qu'ils ne soient pas pénalisés. Mais c'est les gens de terrain, encore une fois, qui savent plus. Tu sais, moi, si je dis c'est moi qui décide dans quel marché on va à New York, ben je connais un peu de New York, mais nos gens là-bas, ils en connaissent pas mal plus. Il faut leur donner une voix dans l'entreprise, il faut les écouter. Et les gens, des fois, sont surpris chez Ecosystem parce qu'on a beaucoup de... On permet aux gens de dire ce qu'ils pensent. Tu sais, dans des compagnies, il y a du monde qui ont travaillé ailleurs, ils arrivent chez nous et me disent « Mais André, tu sais, dans l'autre compagnie, si tu dis ça, tu vas te faire mettre à la porte. » Et moi, je trouve que c'est une erreur. Si tu veux avoir de l'innovation, il faut que tu saches que les gens pensent. Parce qu'on est 200 chez nous, mais ça veut dire qu'il y a 200 cerveaux, il y a 200 personnes intelligentes qui peuvent te donner de l'information. Mais si tu ne permets pas ça, ben là, tu viens... Tu sais, c'est dans les entreprises de savoir aujourd'hui. À l'époque, c'était, je sais pas, tu as une entreprise de distribution ou tu as une entreprise de fabrication. Tu sais, tout ton asset, ça va être une usine, ça va être un entrepôt. Mais nous, c'est des gens. Il faut que les gens soient capables de parler. Justement, tu dis laisser place à l'erreur. J'ai vu une citation récemment, c'est plus par rapport au sport, mais c'est soit tu gagnes ou tu apprends. Ta défaite, c'est si tu apprends de ce match-là, de ces erreurs-là. Moi, depuis tantôt, on parle d'innovation, mais là, ça me brûle. Là. Avez-vous des exemples super techniques? J'aime vraiment le côté technique. Moi, tu sais, des exemples concrets. Mettons, j'avais lu justement, il n'y a pas longtemps, dans le Biodôme, que vous preniez comme... C'est l'énergie de la section polaire pour l'envoyer dans le groupe de la jungle. Puis tout ça, c'était puisé par géothermie. Est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, comme ça, de choses que vous êtes fiers et vous êtes dit, hey, ça, c'était out of the box? Le Biodôme, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une belle histoire qui est reliée à ça. Moi, j'avais été là la première fois en 1996. On était probablement 6 employés. On n'avait clairement pas la capacité de faire un projet au Biodôme, mais en rentrant au Biodôme, il y a des écosystèmes partout. Alors, moi, je me suis dit, faut qu'on fasse un projet ici. Et c'est quand on est rentré là, on s'est dit, OK, mais là, c'est froid une place, c'est chaud à l'autre. On fait juste mettre une pompe à chaleur, puis on recircule l'énergie, puis c'est facile. Mais on a fait ce projet-là, mais on a fait mieux que ça. Parce que une fois, on avait une réunion au Biodôme avec le client, puis on est tombé sur un client curieux, intéressé, intéressant, puis quelqu'un qui nous challengeait tout le temps d'aller plus loin que ce qu'on voulait faire, puis c'était assez rare. Richard, souvent, on arrivait chez des clients, puis les gens, ils pensaient qu'il était fou, là, parce que chauffer le Biodôme avec une thermopompe, il n'y a personne qui avait vu ça. Mais le client, là-bas, Jean Bouvrette, il était ouvert à ces idées-là, puis même, il en voulait plus. Un jour, on arrive au Biodôme, puis je vous ai dit que Richard, c'est un type un peu... qui n'est pas standard. Se lançant dans le fer. Et là, il sort il vole en métro, il sort du métro, puis il me dit, André, il y a de l'eau partout, il y a de l'eau partout. Mais là, moi, il y a de l'eau partout. Richard est toujours en retard. Il me disait que les bons ingénieurs sont toujours en retard. Fait que là, on est nécessairement en retard pour le métro. Là, je suis comme, OK, c'est cool, Richard, mais bientôt, on a un meeting dans 5 minutes. Non, mais tu comprends pas, là, il y a de l'eau partout, il y a de l'eau partout. Là, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans la station de métro, il y a de l'eau, tu vois, il pompe l'eau. J'ai dit, cool. Quoi d'autre? Puis là, tu sais, il dit, tu es ingénieur, toi, là? Tu comprends-tu quelque chose dans la vie? Puis là, j'allume, je dis, OK, il y a de l'eau dans le sol. Fait que tu es en train de me dire, on peut faire comme une géothermie assez facilement ici avec une grande quantité d'énergie. Fait que on réussit à convaincre le client de faire un test de pompage. Puis effectivement, il y a une quantité phénoménale d'eau souterraine. Il y a une genre de nappe phréatique. Et on a mis, si je ne me trompe pas, là, 500 tonnes. On a mis un refroidisseur de 500 tonnes qui pompe la chaleur dans le lac souterrain du Biodôme et pour chauffer l'immeuble. Fait que ça c'est le genre d'exemple très concret que... Puis dans l'appel d'offres, parce qu'on répondait à un appel d'offres là-dedans, on ne savait pas si... Tu sais, on avait vu les tests de pompage, on savait qu'il y avait assez d'eau, on savait le delta T, ça va être quoi, mais on ne savait pas rendu au mois d'avril, le delta T, il allait être où, puis est-ce qu'on allait avoir encore assez d'eau, puis assez de capacité de chauffage pour continuer de chauffer. Mais dans l'appel d'offres, il fallait prendre 100% de responsabilité des économies qu'on promettait. Fait que là, on promet une géothermie sur un puits souterrain qu'on a testé. Une fois, Une fois,
Mais il fallait prendre la responsabilité technique complète de ce projet-là. Quand on parle de risque, quand on parle d'innovation, bien, on l'a fait, ça a très bien marché. Puis l'été, ça s'inverse. Fait que la température de la nappe phréatique va varier. L'hiver, ça se refroidit tranquillement. L'été, ça remonte en température. Avez-vous fait des découvertes dans ce contrat-là qui vous ont été utiles pour d'autres contrats? Des fois, mettons, de faire aussi... des fois, mettons, on est à court de solutions. Là, quelqu'un qui dit... Il n'y aurait pas de nappe phréatique dans ce coin-là, on pourrait pas en trouver une par rapport ou de quoi de même. Ça vous est-il arrivé des fois un peu? En fait, on a eu d'autres projets de géothermie là, qui ont découlé de celui-là, notamment à l'hôpital général juif à Montréal. Ça a été plus difficile parce que là, on avait prévu faire une série de puits souterrains sous un site de construction quand l'hôpital s'est agrandi. Fait que l'entrepreneur général a creusé le trou pour faire les fondations. C'était immense, là. Et nous, on s'est dit, quand tu vas avoir fini de creuser le trou, on va aller faire nos puits de géothermie, puis après ça, vous allez couler votre dalle par-dessus ça. Mais en faisant le premier trou, il y avait tellement d'eau sous le terrain que ça a sorti comme un geyser, puis ça allait inonder le site de construction. Alors, il a fallu vite trouver une solution alternative, puis assécher le puits pour que l'entrepreneur puisse reprendre ses travaux. Là. Puis comme vous, quand vous recevez un appel comme ça, là, mettons, là, j'imagine que ça a dû être assez spontané. Là. Mettons qu'en l'espace, on va dire, de 1 heure, on est passé de « Hey, tout va bien » à « Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Comment est-ce qu'on gère ça, ces situations-là? Justement, ça a un peu un impact du risque, on va dire. Oui, bien, il faut, puis encore là, je disais, on donne beaucoup on veut donner beaucoup de liberté et de responsabilité à nos gens. Fait qu'il faut s'assurer que sur un chantier comme ça, on a des gens sur place qui ont les capacités de répondre. Tu sais, tantôt, je parlais, il faut qu'intuitivement, tu sois bon là-dedans, il faut que tu aies les capacités, il faut que tu aies la volonté de faire ta job, là. Bien, il faut qu'on ait ces gens-là aussi sur nos sites, pas juste comme en haut de la compagnie. Moi, ce que je fais, tu sais, j'aime ça, j'ai les capacités, mais sur nos sites aussi, il faut avoir ça. Écoute, j'aurais pas voulu être à la place de cette personne-là. C'est arrivé, là, tu sais. Mais c'est drôle que tu en parles parce qu'on a eu, je sais pas si tu t'en rappelles, on a eu un cours de génie conseil là, en 3e année du bac, puis c'est une compagnie qui donne une problématique, puis il faut que tu fasses une investigation, tu la résous. Puis il y a un conférencier qui était venu, je sais pas si tu t'en rappelles, lui, il disait justement les mêmes discours que toi, que si tu veux réussir en entreprise ou en tant que professionnel, ingénieur, il faut que tu aimes ta job, tu sois curieux à propos, puis tu fasses quelque chose que tu es bon aussi dedans. Ouais. Si tu aimes ça, tu es curieux puis tu es bon dedans, tu vas vraiment avoir un bon succès. Puis lui, il tripait sur le hockey. Puis il s'était parti d'une petite compagnie pour la réfrigération des arénas. Puis il faisait ça à Val-Bélair, je pense. Il faisait à Québec, il se promenait. Puis là, il est rendu, il fait la Ligue nationale à Tampa Bay, les matchs des étoiles en Floride, puis tout. Fait juste pour montrer. Puis c'est un entrepreneur de Québec, là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est drôle qu'il ait le même discours que toi, puis 2 entreprises avec du succès, là. Fait super intéressant. Puis moi, j'ai une autre question. Ton associé, est-ce qu'il travaillait encore avec son autre firme ou il y avait vraiment all-in avec toi, écosystème? Bien, au début, la première, puis là, je ne pourrais pas te dire le timing exact de tout ça, là, mais les premiers mois, la première année, c'était un sous-traitant. Okay. Puis éventuellement, il a décidé de laisser son emploi, laisser son associé, puis s'en venir travailler chez nous, puis il est devenu associé dans Écosystème à l'époque. Là. Puis Écosystème, comment tu as fait pour grossir ça, on va dire, à l'international un peu? Est-ce que tu dois développer ton réseau de contacts, puis il y a du monde qui ont voulu embarquer avec toi, ou comment ça a marché? Ça, c'est... J'ai toujours, moi, eu un goût d'aventure un peu, puis j'ai toujours dit, tu sais, si en tant que propriétaire d'écosystème, le but, c'est de traire une vache, tu sais, puis de retirer le lait, moi, j'ai pas d'intérêt pour faire ça. Ça manque d'aventure pour moi, ça manque de nouveauté. J'adore la nouveauté, ça manque d'excitation. Alors, on est parti du Québec, puis on est allé en Ontario. C'est un client qui nous avait en fait invité à soumissionner sur les projets de Radio-Canada Immobilier. Fait qu'on avait soumissionné sur Radio-Canada Immobilier Montréal, Toronto, Vancouver puis Moncton. On n'avait pas eu Montréal, mais on avait eu les autres. Et ça nous a amenés dans différentes villes. Vancouver, bien, c'est cool. Vancouver, on aime aller à Vancouver, mais c'est loin. Alors, puis à la grosseur de la compagnie à l'époque, là, c'était en l'an 2000, on n'est pas gros. Aller faire un projet à Vancouver, c'est vraiment pas pratique. C'est pas un gros marché non plus. Moncton, ben, même chose, c'est loin et c'est pas gros, mais Toronto, il y a quand même du monde ici, puis on avait un assez gros projet avec CBC Toronto, c'était un assez gros bâtiment. Donc, on a fait ça, puis ça m'a ouvert les yeux que Toronto, c'est une ville immense, puis ça a du potentiel ici. Le potentiel qu'on voyait à Montréal, il était décuplé à Toronto. Et donc, quelques années après,
on s'est dit CBC à Toronto, il doit y avoir ABC à New York aussi. Fait que j'ai décidé de me prendre un billet d'avion puis d'aller rencontrer des gens de ABC à New York pour faire du démarchage. Fait que c'était vraiment comme une progression lente, mais naturelle, organique. Intuitive. Un peu intuitive. Intuitive, Comme une mission commerciale un peu, de vraiment aller chercher des nouveaux clients, aller de l'avant. Ouais. Parce qu'on a eu Ferréol, puis justement, eux sont allés en Europe, ils ont pris des billets d'avion, il y avait des meetings qui n'étaient pas organisés, ils sont pointés là-bas, puis développer des nouveaux contacts. C'est super intéressant. Vous avez dit un mot-clé aussi là, qui est tombé absolument dans mon oreille, que vous dites vraiment souvent dans les entrevues, le mot « aventure ». Puis, tu sais, je pense que les auditeurs ont compris que vous aimez l'aventure de votre départ juste après l'université en voyage et tout. Est-ce que vous avez encore des moyens de vivre des aventures? Tu sais, c'est sûr qu'il y a l'écosystème. J'imagine que ça s'est rendu à quelque part que c'est toujours un peu une aventure, mais tu sais, faites-vous du voyage, faites-vous du sport beaucoup dans vos temps libres? Est-ce que c'est tout le temps un besoin qui est à combler? Oui, en quelque sorte. Là, on adore voyager en famille. Mais moi, mes voyages ont toujours été un peu dictés par le sport. Alors, que ce soit des voyages de ski où ça a été planche à voile un bout de temps, kitesurfing un bout de temps, maintenant c'est wingfoil. Mais ces passions-là, qui sont les passions personnelles, vont souvent influencer les places où je vais décider d'aller faire des aventures. Là. Puis tu sais, aventure, évidemment, ça aussi, ça veut dire différentes choses à différentes personnes. Là. Il y en a qui ont une aventure, c'est d'aller monter l'Everest. Moi, je ne suis pas là. mais j'aime bien voyager. Puis j'aime autant pour le travail que personnel. J'ai besoin de bouger. Si j'ai une semaine où je suis 5 jours au bureau, je trouve ça difficile. Je manque j'ai envie de voir d'autres choses. J'adore aller à New York, voir cette ville-là qui est fascinante, puis de voir tout le potentiel qu'il y a là. Que ce soit à Columbus, à New York, à Toronto, Montréal, j'ai besoin de bouger. Là. Diriez-vous que c'est un dénominateur commun chez les employés d'écosystème, l'aventure? Parce que vous parlez de curiosité, de rester, c'est comme le stéréotype un peu de l'aventurier qui se met son pack sur le dos, puis qui se dit hey, peu importe ça va où, moi, je vais être content. Diriez-vous justement que c'est un dénominateur commun? C'est une bonne question. Faudrait poser ça à Thierry Desjardins puis voir si dans ses tests, il cherche des aventuriers. Ouais, exact. Mais il y a certainement beaucoup de monde avec beaucoup de passions extrêmement différentes. Puis on permet ça aussi chez Écosystème. Tu sais, moi, je parlais tantôt du plaisir. Je pense qu'une des choses qui fait le plaisir dans l'emploi, c'est quand l'emploi ne va pas venir polluer ta vie personnelle, mais plutôt la remettre en valeur. Là. Fait que moi, quand j'ai du monde, il y a du monde à l'interne qui ont des passions de toutes sortes. Là, tu sais, puis je trouve ça fascinant d'en parler. Avez-vous des moyens concrets de mettre ça en valeur dans l'entreprise? Pas assez. C'est une excellente idée, puis il y a des entreprises qui le font. Oui, l'industrie 2.0, maintenant on en parle, là, c'est les clubs sociaux, tout ça, tout côté. Là. Il y a une chose qu'on fait, qu'on a faite d'ailleurs la semaine dernière, qui est vraiment fascinante, c'est qu'une fois par année, on fait l'EcoFest, là, qui est de la manifestation. À l'origine de ça, c'était le party de Noël dans le temps. Maintenant, c'est juste comme 2 jours de célébration de la culture d'écosystème puis des gens. Et à travers ça, on fait des éco-talks, qui sont la version écosystémienne d'un TED Talk. Cool. Et il y a des gens qui viennent, généralement entre 6 et 8, qui viennent prendre 5 minutes pour présenter en format TED Talk une passion ou quelque chose qui les touche de proche. Et mettre ça en commun avec tout le monde. Alors ça, c'est fascinant. Et là, ça, c'est un moyen vraiment concret. Là. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas plus concret que ça. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Ça me fascine, honnêtement. Vraiment, j'imagine que vous avez dû tellement voir de choses à travers ces talks-là, puis ça a tellement dû changer la perception par rapport à des collègues, tu sais, qu'on se dit qu'on les imagine pas comme ça. Puis là, tu sais pas qu'ils ont cette passion-là. Non, exact. Il y a beaucoup d'employés, là. Il y en a, tu peux dire, les deux, ils aiment le vélo, on va aller rider après les heures de job. C'est quoi le meilleur TED Talk que vous avez eu à date? C'est des choses extrêmement personnelles, fait que je veux pas trop mettre ça sur la table, je comprends. Mais je dirais, ce qui serait facile à dire, par contre, c'est qu'on a aussi le EcoBand qui va jouer, à chaque année. Puis le EcoBand, c'est comme un mélange de monde qui vient jouer de la musique sur le stage. Et ça aussi, c'est fascinant. Tu vois du monde avec qui tu travailles dans un domaine relativement conservateur, il faut le dire, le design et la construction. Puis là, tout à coup, tu les vois rockstar sur un stage à chanter de la musique alternative. C'est fascinant. Puis ça permet de découvrir effectivement que les gens ont toutes sortes de passions dans la vie. Puis on veut leur permettre d'avoir ça puis de le mettre en valeur.
Puis je sauterais peut-être dans un autre segment, là, ça a été vraiment, vraiment passionnant, là, mais il y a beaucoup de monde que j'entends, moi, dans le baccalauréat, que leur conviction maintenant, c'est faire des changements au niveau climatique. On l'entend beaucoup, tu sais, je pense que ça touche beaucoup notre génération, puis on se sent interpellé, puis surtout quand on passe à travers le bac, on se rend compte qu'on a une boîte à outils absolument incroyable pour régler toutes sortes de problèmes, mais souvent, on ne sait pas par où commencer. Puis, je dirais pas à tout le monde d'aller appliquer chez Écosystème, il faut de ça. Il y a clairement d'autres alternatives. Vous, dans votre œil, ou est-ce que vous avez vraiment un pied là-dedans qui est assez ferme? Sont où les opportunités? Puis c'est par où est-ce que les gens devraient se prendre je dirais peut-être plus précisément en génie mécanique, là, vu qu'on est à ce niveau-là, mais sinon à l'Université Laval en général. C'est une question qui dépasse un peu mes compétences, mais moi, ce que je dirais, c'est pas facile, le défi auquel on fait face présentement. Puis, si on voulait vraiment avoir un impact majeur sur les changements climatiques, il faudrait radicalement changer notre façon de vivre pour réduire de façon significative les émissions. Et tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « on va être net zéro en 2030 ou en 2050 ». C'est impossible. Tu sais, avec la façon dont on vit, notre besoin en matière. En matière première, notre besoin que ce soit le béton, l'acier, le plastique, la nourriture. C'est impossible de vivre comme on vit. Si on voulait avoir un impact important, il faudrait vivre comme ils vivent dans une île aux îles Fidji. Mais on ne retournera pas là. Non, c'est impossible. Pour moi, par contre, il y a une chose qui est relativement évidente, c'est qu'à peu près dans tout, on gaspille de façon éhontée. Et dans les systèmes énergétiques, dans les ressources naturelles, dans la nourriture, on jette des quantités énormes de nourriture. C'est un bon exemple. Tu sais, si on peut réduire le gaspillage de 30 % puis d'avoir le même niveau de vie, puis je dis 30, je pense que dans beaucoup de cas, on pourrait le réduire de 50. Tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin... La nourriture, je pense, se jette à un taux d'à peu près 45 %. Les voitures, est-ce qu'on a vraiment besoin de transporter 2 tonnes d'acier pour aller à l'épicerie? Tu sais, notre niveau de vie, il est important, puis il faut le maintenir, mais je pense qu'on pourrait le maintenir avec beaucoup moins de gaspillage. Puis moi, mon idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour maintenir le niveau de vie, donc sans souffrir? Bien, c'est de réduire le gaspillage, puis c'est dans tout. Alors, moi, je pense qu'il y a une grosse possibilité là. C'est comment qu'on fait pour devenir plus efficace dans tout ce qu'on fait pour alléger les voitures, pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis évidemment, bien, tout ce qui est pas cher, ça gaspille. Fait que tant que l'eau est pas chère, tant que les ressources naturelles sont pas chères, tant que l'énergie est pas chère, ça va continuer de se gaspiller malheureusement. Fait que je pense que d'un côté, on a besoin de réglementation, puis on a besoin de politiciens qui vont avoir assez de couilles pour faire ces changements-là. La plupart des problèmes environnementaux se sont réglés avec un mélange de taxes puis de réglementation, que ce soit la pollution de l'air à Londres, que ce soit les pluies acides, la couche d'ozone. Fait que je pense que la première chose à faire, c'est de voter pour des politiciens qui veulent faire des changements. C'est tant que la société ne voudra pas que les politiciens fassent ces changements-là, ça va être extrêmement difficile. Ça, pour moi, ça me paraît quelque chose d'évident. Et après, bien, c'est sûr que si les coûts des ressources primaires étaient les bons, bien, tous les ingénieurs, trouver des solutions pour tout réduire de 50 %, on est capable. Ben oui, clairement. Mais il faut que les maths marchent. Puis la taxe carbone, admettons, moi, c'est quelque chose qui, depuis le début, je me bute à ça. Puis dans le sens que, tu sais, Écosystème, vous fournissez carrément la solution à ça. Tu sais, vous l'avez, là, vous avez le langage technique, vous le savez comment faire. Mais pourquoi on se bute encore à dire, ben à la place, payer le gouvernement pour l'argent, je ne veux pas dire qu'il va aller n'importe où, mais dans le sens, il est perdu. Tu sais, j'imagine que vous, ça doit vous enrager complètement, là, ces genres de comportements-là. Je veux dire, tu sais, ça détruit complètement votre mission à vous, là. D'avoir une taxe carbone ou de ne pas en avoir? Bien, d'en avoir une, au final, qui est une taxe au lieu de la vraie réglementation qui empêche. Je pense que comment moi ta question, peut-être pour ça qu'André, c'est dans le fond, la taxe, c'est le monde consomme, puis dit je paye la taxe pour dire que je deviens neutre, tandis que vous apportez la solution à non, on devient neutre avec une solution énergétique. Je pense que c'est plus dans ce sens. Moi, je pense que plus la
taxe est élevée, parce que dans le fond, on n'est pas capable de changer le prix de la ressource primaire. Plus la taxe est élevée, plus c'est cher, moins on en consomme. Fait que la taxe, pour moi, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de réduire la consommation. Puis de façon générale, ceux qui consomment le plus d'énergie, c'est les plus riches. C'est eux qui prennent l'avion, c'est eux qui ont des grosses voitures, c'est eux qui ont une grosse maison puis un gros chalet qui sont vides la plupart du temps. Fait que si ces gens-là, ils ont les moyens d'avoir tout ça, bien, qu'on prélève une taxe puis qu'on fasse en sorte qu'ils vont trouver des façons de réduire leur consommation. Et ça, bien, d'une façon idéale, puis là, après ça, l'argent que va au gouvernement, on ne sait jamais ce qu'ils font avec, mais d'une façon idéale, ça devrait servir à aider ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il y a des gens qu'effectivement, si tu montes le prix de l'essence, bien, ils ne peuvent plus aller travailler. Fait que ces gens-là, il faut qu'ils soient capables, après ça, de profiter des recettes additionnelles au gouvernement pour Mais bon, c'est pas facile à faire, on s'entend. Non, mais dans un monde idéal, le but de la taxe, c'est de réduire la consommation parce que c'est une ressource qui devient plus chère. Puis aussi, tu en as parlé de recyclage, Jay. Il m'en parle tout le temps en génie, on a les outils pour quand quelque chose est brisé, d'avoir l'instinct d'aller regarder comment le réparer. Ouais, Puis Jay, il m'en parle tout le temps. Fait que je suis sûr, dans une couple d'années, Jay va avoir une idée là-dessus. Mais ça peut être... On parlait de quoi... Mais moi, mon père, à la base, il est mécanicien. Fait que moi, chez nous, ça s'est réparé. Puis les vieilles affaires, on les garde. Puis on trouve un moyen de les réparer ou de les rabouter puis de faire quelque chose avec. Puis lui, mon père, tout le temps, il se dit, ben oui, c'est... Puis je veux dire, il est peut-être moins radicalement à gauche, mais il dit, ben oui... faites vos discours puis tout, mais après ça, achetez tout le temps des affaires neuves puis réparez rien. Puis les micro-ondes qui sont vieux de 10 ans, on jette ça. Puis tu sais, c'est comme, il trouve ça tellement rempli d'hypocrisie. Puis moi aussi, je trouve ça... Tu sais, les annonces, des fois, c'est important de consommer des choses, mais au moins, il faut qu'ils soient électriques. Je me dis, ouais, mais le but, c'est juste de ne pas en acheter. Ouais, c'est la première consommation qui est nocive. Mais là, on va dire le plaster, le band-aid qu'on peut mettre dessus, c'est de le réutiliser ou de trouver une deuxième vie. Puis je pense, même on en parlait, les gars de Feria, les skis, ils ont fait un projet à l'Université de Sherbrooke ça va être de recycler les skis que le monde ont donnés en fin de vie pour les remettre comme des skis qui sont capables de skier avec. C'était un super beau projet, si on fait une petite parenthèse pour eux. Là, mais... Puis sinon, je dirais, écosystème, on en a parlé, nous on a fait nos recherches, fait que moi je sais c'est quoi, mais pour l'auditoire, est-ce que tu peux te définir un peu c'est quoi les services que vous offrez, où vous êtes situé, pour ceux qui aimeraient, parce que mécanique du bâtiment, il y a une concentration ici en énergie avec Louis Gosselin qu'on a eu au podcast. Je vais te laisser te présenter ça. On revient un peu en arrière. Là, mais Louis Gosselin, avec qui on a travaillé. D'ailleurs, on a beaucoup de gradués de l'Université Laval chez nous. Là. Donc, écosystème, on est spécialisé j'ai toujours dit économie d'énergie. Maintenant, le mot à la mode, c'est décarbonisation de bâtiments. Mais à la base, moi, je suis un passionné, un obsédé de gaspillage. Puis il y a beaucoup de gaspillage partout dans la vie, comme je disais tantôt, mais il y en a beaucoup dans le bâtiment. Et ce qu'on fait, nous, c'est de repenser ou refaire l'ingénierie d'un bâtiment existant, surtout l'aspect mécanique, électrique, pour vraiment réduire le gaspillage énergétique. Puis on a toujours l'objectif caché pour nous, c'est toujours de réduire la consommation de 30 %. Des fois, ça va être 28, des fois, ça va être 45, mais c'est comme toujours dans notre tête qu'il faut réduire l'utilisation de l'énergie de 30 % dans ce bâtiment-là. On opère au Québec, en Ontario, aux États-Unis, principalement sur la côte Est, dans le Midwest et en Californie. Et comme j'ai dit quelques fois, peut-être dans l'entrevue, on garantit tout ce qu'on fait. Donc, on va toujours être... Parce qu'on veut garantir tout ce qu'on fait, on va toujours être en charge à la fois de la conception, de la construction, de la mise en route, puis du suivi des systèmes qu'on a construits ou modifiés. On fait très peu de construction neuve parce que dans la construction neuve, c'est difficile d'avoir des contrats dans lesquels on pourrait garantir ce qu'on fait. On entre dans l'espace des ingénieurs conseils, des architectes, des entrepreneurs en construction. Et là, c'est très difficile là-dedans d'avoir des contrats, on appelle ça outcome-based en anglais, ou basé sur les résultats. Et ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. C'est d'avoir, pas intéressant, mais important, c'est d'avoir un contrat vraiment dans lequel on est complètement responsable des objectifs ultimes du projet. Puis tantôt, tu parlais de Montréal, Québec, Toronto. Est-ce que c'est des bons secteurs, vu que c'est comme Montréal, des vieilles bâtisses, des vieilles méthodes de construction, même Toronto, que là, dans le temps, ils ne pensaient peut-être pas à sauver cette énergie-là, puis là, vous embarquez dans le décor? J'aimerais dire que vous avez raison, mais malheureusement, les nouveaux bâtiments sont souvent encore plus intéressants pour nous que les anciens. Ça, c'est crime. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on en parle plus. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un petit
Peut-être qu'il y a de la Est-ce que c'est confidentialité, je Ouais. sais pas, là, mais de nous donner c'est où est-ce qu'il serait ces pertes-là, puis pourquoi il y a ce phénomène-là. Les vieux bâtiments ont très peu de mécanique parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et ce qui consomme de l'énergie dans un bâtiment, bien évidemment, c'est la mécanique. Alors, une vieille école primaire qui n'était pas ventilée puis qui avait 3 ampoules dans le corridor, tu regardes la facture, tu sais, puis oui, il y avait une bouilloire à l'huile qui a été convertie au gaz naturel, mais ça ne consomme pas tant que ça, là. Puis si tu voulais améliorer la performance de cette école-là, il faudrait que tu changes les fenêtres puis que tu refasses l'enveloppe au complet, ce qui coûte extrêmement cher, pour un gain qui va être très peu important. Ouais. Par contre, tu prends un bâtiment relativement récent qui va être entièrement ventilé avec des taux de changement d'air importants, entièrement climatisé, chauffé souvent avec des processus pas tout le temps efficaces. Des fois, c'est chauffé à vapeur. Ça va offrir beaucoup de possibilités de réduction parce que la consommation initiale est plus importante. L'autre chose, c'est que dans la construction neuve, il n'y a aucun incitatif à réduire la consommation d'énergie. Ceux qui désignent le bâtiment sont généralement des professionnels qui sont payés à pourcentage des coûts. Et l'entrepreneur, c'est le plus bas soumissionnaire qui est engagé pour construire le plus vite possible. Alors, dans ça, tout le monde va dire, oui, on va faire le meilleur design possible pour avoir un bâtiment efficace, mais est-ce qu'ils font plus d'argent en faisant le bâtiment le plus efficace possible? La réponse, c'est non. Fait qu'il y a un désalignement d'intérêts financiers important qui fait que l'efficacité énergétique est parfois laissée pour compte dans la construction neuve. C'est en train de changer tout ça, là, mais tu sais, moi, quand je parle d'un bâtiment récent, c'est un bâtiment qui a été construit en 2000, 2010, même 90, c'est un bâtiment qui est très récent dans l'environnement bâti. Parce que le meilleur scénario, ça serait que vous rentrez en jeu de la conception du nouveau bâtiment, mais c'est comme tu dis, c'est des frais de plus pour eux. Le meilleur enjeu, ça serait que quand on fait un contrat pour construire un immeuble, que ce soit au centre de l'équation contractuelle. Okay, ouais. Et que les professionnels vont faire plus d'argent s'ils font un bâtiment plus performant. Il faudrait qu'on donne aux professionnels le mandat puis les moyens, mais aussi la responsabilité de faire ça. Présentement, ça n'existe pas, ça, dans l'industrie de la construction. Ouais. Là, c'est drôle parce qu'en plus, avec la crise du logement, en ce moment, on parle de, il y a des tours qui se construisent à la vitesse grand V autour de Montréal, en autour moins de d'un Québec, an. en moins d'un an. Et que j'imagine qu'en moins d'un an, on ne pense pas à optimiser, là. On pense à monter. Ça, c'est encore pire. Fait que ça fait justement, il faut livrer des bâtiments, puis là, ça devient un peu une erreur d'arrondissement d'augmenter la performance énergétique. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est de plus en plus, les gens s'opposent à la présence du gaz naturel. Fait que là, on veut chauffer tout électrique. Et dans le combat, est-ce qu'on va chauffer au gaz, est-ce qu'on va chauffer électrique? On dirait qu'électrique, la seule option, c'est du résistif, qui est très peu efficace par opposition à de l'aérothermie ou de la géothermie, des pompes à chaleur. Et souvent, c'est ça. On va rater des belles opportunités parce qu'on n'ira pas chercher la solution la plus performante. Moi, j'ai vu, tu viens de le mentionner, l'aérothermie. J'ai regardé ça tantôt, puis je trouvais ça super intéressant. Je sais pas si tu connais assez pour pouvoir définir ça, pour l'expliquer aux auditeurs, mais d'utiliser la température de l'air, le delta T, je trouve ça super cool. Ben oui. L'aérothermie, c'est une bonne vieille pompe à chaleur où c'est comme un frigo, dans le fond. Là, ça va chercher la chaleur de l'air, puis ça va la déplacer de milieu. Dans un frigo, on prend la chaleur dans le frigo, puis on l'amène à l'extérieur du frigo. Une thermopompe de maison, ça fait exactement ça. Ça prend la chaleur dans l'air extérieur. Dans le fond, ça fait juste jouer sur les températures de condensation et d'évaporation du fréon pour faire ça. Fait que simple cycle de Carnot. Dans la géothermie, il y a 2 avantages. Le premier, c'est qu'on ne verra pas une unité extérieure. Fait qu'une pompe à chaleur ou de l'aérothermie, ça implique une unité extérieure avec des ventilateurs qui peuvent être bruyants, qui vont faire de la glace aussi, parce qu'à l'hiver, quand on enlève la chaleur, l'humidité condense, le serpentin va glacer. Il faut gérer cette glace-là, puis l'accumulation de glace qui va se faire en dessous de la machine. En géothermie, on n'a pas à gérer ça. L'échangeur, il est caché, il est dans la terre, puis on profite de la chaleur qui est naturellement présente dans la terre. Le désavantage de la géothermie, c'est que ça va coûter très cher à réaliser parce qu'il faut faire des puits. Puis un puits, ça n'a pas une grande capacité, à moins qu'il y ait de l'eau dans le sol, mais ça, c'est rare. Dans un sol dur, la capacité de chaque puits est faible, donc ça prend beaucoup de pluie, ça coûte cher à construire. Mais ça a l'avantage qu'il n'y a pas
n'y a pas d'unité extérieure. Puis tantôt, tu mentionnais Louis Gosselin. Est-ce que vous faites affaire pour des projets de recherche, justement en innovation? Comment ça marche? Vous contactez des universités pour développer des nouveaux systèmes matériels, on va dire? Oui, on a quelqu'un chez nous, Stéphane Michaud, qui est en charge de ces innovations-là, puis des partenariats avec les universités. Je sais qu'on a déjà fait, des projets avec Louis. Je pense d'ailleurs qu'on a eu un avec la géothermie, mais je ne suis pas au courant des détails, malheureusement. Le podcast tire un petit peu à sa fin. On est vraiment, vraiment content d'avoir reçu. J'aurais peut-être une dernière question. On aime ça finir sur ces genres de segments-là. Oui, on s'adresse au public, au grand public. On espère rejoindre le grand public. Si vous écoutez, on vous dit merci de nous écouter. Mais pour les universitaires qui nous écoutent, auriez-vous un conseil pour ceux qui sont soit pas nécessairement à veille de graduer, mais tout simplement des universitaires qui sont là dans leur parcours et qui veulent s'épanouir plus tard dans leur carrière? Vous, André Rochette, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast. J'ai pas dit venez appliquer chez nous si vous êtes en génie. Tu peux te plugger, Exact. Mais on va en parler après. Je pense que c'est ce qu'on a dit plus tôt. C'est important dans la vie de faire ce qu'on aime, puis parce que ce qu'on aime, on va être bon naturellement là-dedans. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup chez nous. Puis, je pense qu'à partir de là, faut travailler. Moi, quand j'ai fini l'université, je pensais que commencer à travailler, ça allait être la fin du monde, puis que mes années de plaisir étaient terminées. Puis j'ai découvert finalement qu'en faisant ce que j'étais bon de façon naturelle, puis ce que j'aimais, j'ai eu du plaisir, puis j'ai eu une belle carrière. Comme entrepreneur, ce que je ne pensais pas qu'il allait m'arriver. Ma sœur, elle a eu une carrière tout aussi intéressante comme employée d'une multinationale, mais en faisant quelque chose qu'elle aimait, quelque chose qui la passionnait, puis en suivant ses valeurs, puis ses principes fondamentaux. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important. C'est un très bon conseil. Oui, c'est bon de finir sur cette note-là. Ouais. Super optimiste. Je pense que ça vous décrit bien. Puis je vais te laisser glisser écosystème. C'est pas si vous cherchez des ingénieurs ou de quoi de même. Nous, on est en 89, qu'on a beaucoup d'amis qui graduent. Puis mécanique du bâtiment à Laval, c'est un grosse branche. Là, mais c'est où que le monde peut aller appliquer ou comment ils font? Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont probablement venus au 5 à 7 qu'on avait fait à l'automne. Oui. Moi, j'étais pas là, malheureusement, mais sur notre site web, écosystème.ca ou écosystème-énergie.com, il y a une section carrière, toutes les offres d'emploi sont là. Excellent. On est extrêmement ravis de vous avoir reçu. Je suis désolé, la journée est longue un petit peu. Non, mais merci infiniment de l'invitation. Voyons donc. Merci beaucoup, André, d'être venu au podcast. On a vraiment apprécié. On a eu du fun à te parler pendant cette heure-là. Puis merci encore. Merci de l'invitation. Ça a été bien agréable d'être ici aujourd'hui. Bonne journée.